En deux, le falsificationnisme de Popper. Popper est un philosophe autrichien du XXe siècle et il cherche à repenser la méthode utilisée pour constituer la science. En effet, comme nous l'avons vu dans la première partie, il constate les échecs de l'inductivisme qui ne procède ni avec un procédé logiquement valide, ni avec une observation sûre. On verra qu'il répond à ces deux objections d'une manière plus ou moins réussie. La grande idée de Popper, c'est la réfutabilité ou falsifiabilité. Quand on a des mots en bilité, c'est que l'on veut marquer une possibilité. Peut-être que, et non pas une réalité. Ainsi, il ne faut pas confondre la falsifiabilité et falsifier. La falsifiabilité, pour Popper, c'est le critère de démarcation du discours scientifique des autres types de discours comme la poésie, comme l'opinion, comme la religion, etc., etc. En quoi consiste cette falsifiabilité? Il s'agit d'un test que passe la théorie en étant confrontée à l'expérience. Cela signifie pour Popper qu'une théorie scientifique ne possède pas en elle-même complètement sa valeur. Elle dépend pour une part importante de sa comparaison avec une expérience précise. Si la théorie arrive à prédire un fait correctement, alors on pourra dire qu'elle a passé le test. Si au contraire, il y a un écart entre la prédiction issue de la théorie et l'expérience, il y a une anomalie, alors il faudra dire que la théorie est fausse, qu'elle a été falsifiée, réfutée, qu'elle n'a pas réussi à passer le test. Et c'est cette capacité à passer des tests qui fait qu'un discours est scientifique ou non. Prenons deux exemples. Imaginez un instant que je sois météorologue et que je dise « En fonction des principes qui dirigent la météorologie aujourd'hui, je prévois, à partir de déductions théoriques, qu'il pleuvra à tel endroit dans 10 minutes. » Il faut alors se rendre à cet endroit et voir si, oui ou non, il pleut. S'il pleut, alors le test est réussi et on dira que la théorie est corroborée. Dans un autre sens, s'il ne pleut pas, il faudra dire que la théorie est fausse et donc qu'elle est réfutée et qu'il faut la rejeter. Prenons l'exemple d'une autre théorie qui vous dirait que les murs de cette pièce sont recouverts d'un film transparent absolument indétectable et qui rend intelligents les gens qui passent dans cette pièce. Vous voyez la difficulté d'une telle affirmation, c'est qu'il n'y a aucun moyen de faire une expérience pour la détecter, puisque par définition, il est indétectable. Alors, ce n'est pas une théorie scientifique, car il n'est pas possible que cette théorie passe un test expérimental. C'est peut-être une imagination, peut-être un autre type de discours, mais ça n'est pas la science. Première chose à retenir, ce qui caractérise le discours scientifique, c'est sa capacité à passer des tests face à l'expérience. Et même une théorie fausse, comme celle de Ptolémée, est scientifique. Pourquoi? Parce que Ptolémée a développé une représentation de l'univers qu'il a été possible de falsifier en faisant des expériences. À ce stade, donc, il faut se demander comment constituer une théorie scientifique falsifiable. C'est notre grand A, présentation. Nous l'avons vu, la première difficulté à résoudre est celle de l'induction. L'induction n'est pas un procédé logique valide. Aussi faut-il s'appuyer sur un procédé logique valide qui permettra de conclure de manière nécessaire, de sorte qu'il ne puisse pas en être autrement. Et dans ce cas, ce procédé logique, c'est la déduction. Popper tire donc une première conséquence, la méthode scientifique ne peut procéder que par déduction. Mais dire que la science commence par déduction, cela suppose qu'elle commence par des principes universels. Autrement dit, que la science ne peut pas commencer par l'observation qui est toujours particulière. Aussi, la première étape de toute science vient de l'esprit créateur et imaginatif du scientifique, qui est la position d'hypothèse. C'est la raison pour laquelle la méthode scientifique, pour Karl Popper, est hypothético-déductive. On part d'hypothèses pour en déduire de manière nécessaire toutes les conséquences. C'est là un retournement fondamental par rapport à l'inductivisme ou à la représentation commune de la science. Et Popper propose de schématiser la constitution de la science en 5 étapes. Première étape,
Constitution des hypothèses. C'est le travail du scientifique. Il doit poser son idée presque de génie. Il doit poser son imagination. Deuxième étape, il faut qu'il en tire par déduction toutes les conséquences, et ce jusqu'aux conséquences les plus précises. Troisième étape, il s'agit de s'assurer de la validité logique de cette théorie, montrer qu'il n'y a pas en elle-même des contradictions internes. Autrement dit, c'est la question de la cohérence de la théorie ou de sa consistance. Quatrième étape, il s'agit de montrer qu'elle est un progrès par rapport aux théories précédentes. Et on considère qu'une théorie est un progrès par rapport à une autre lorsqu'elle est plus simple et qu'elle explique plus de phénomènes, qu'elle est plus étendue. Cinquième et dernière étape, la plus importante, la réfutabilité ou la falsifiabilité, c'est-à-dire le test que l'on fait passer à la théorie face à l'expérience. De quoi s'agit-il ? Il s'agit pour le scientifique de déduire des principes de sa théorie une prédiction très précise. Il y aura une éclipse solaire totale à telle date et à tel lieu. Et il s'agit ensuite, une fois que la prédiction est tirée, de la comparer très strictement à l'expérience qui, elle seule, permettra de savoir si la prédiction est réalisée ou non. Si évidemment la prédiction n'est pas réalisée dans l'expérience, alors il faudra rejeter la théorie comme fausse. Si au contraire la prédiction se réalise dans l'expérience, alors on pourra dire que la théorie n'a pas été falsifiée. C'est très important de dire « n'a pas été falsifiée ». En effet, rien n'exclut que demain, après-demain, dans un siècle, dans 1000 ans, cette théorie soit falsifiée par un fait ou par une expérience que nous n'avons pas encore réalisée. N'oubliez pas, ce qui fait la théorie scientifique, c'est qu'elle soit falsifiable, c'est-à-dire qu'elle soit capable toujours et toujours et toujours de mener ses tests face à l'expérience. Donc on comprend bien qu'une théorie peut être déclarée fausse, mais que nous ne pouvons pas être certains qu'elle soit vraie. Jamais. Parce que peut-être que cette extension de la théorie n'est pas complète et qu'on découvrira demain une autre expérience. C'est la raison pour laquelle Popper affirme que une théorie est corroborée, c'est-à-dire pas encore falsifiée, c'est-à-dire ce que nous avons de mieux aujourd'hui. Voilà donc les 5 étapes qui constituent une science hypothético-déductive. Reste à savoir quelles sont les conséquences sur la conception de l'expérience et la conception de la science.